sommes ensemble pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et ils sont toujours avec nous sur ce plateau, Ibouba et Augustin Tchameney. À présent, notre grand angle. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, l'UEMOA et la BCEAO et l'Agence française de développement ont signé une convention de financement estimée à plus de 2 000 milliards de francs CFA. Elle a pour objectif de faciliter l'accès à moindre coût aux produits et des services financiers. Les précisions de Siam Le Victoria Selchi. 2,335 milliards de francs CFA. C'est le montant qui servira de financement dans l'espace UEMOA pour la prévention et la résolution de crises applicables au secteur de la microfinance. Signé entre l'Agence française de développement et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, d'importants résultats sont attendus de ce partenariat, notamment l'amélioration des capacités des institutions et des acteurs financiers, puis l'adoption de politiques nationales d'inclusion financière cohérentes. Quand vous regardez un peu les statistiques au niveau de la microfinance, nous avons 593 institutions, avec, n'est-ce pas, 5028 points de service et 15 millions de clients, ainsi de suite. Donc ça veut dire simplement que la microfinance est un canal puissant pour promouvoir l'inclusion financière. L'accord de financement vise également à définir un cadre de prévention et de résolution des crises applicable au secteur de la microfinance. 1,967 milliards de francs CFA représentent la contribution de l'AFD et les 367,335 millions restants sont à la charge de la Banque centrale. Comme vous savez, évidemment, la BCEAO a un rôle effectivement d'émission de la monnaie, mais aussi un rôle de contrôle de la masse monétaire en circulation pour éviter tout ce qui est inflation. Troisièmement, il faut aller vers l'assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance. Comme je vous l'ai dit, c'est un secteur par excellence pour la promotion de l'inclusion financière. D'ici à 5 ans, l'on pourrait accéder à une gamme variée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'espace UEMOA, particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes à faible éducation financière. Augustin Tchameney, quand on a vu cet accord entre la BCEAO et l'Agence française de développement, on se demandait pourquoi, à votre avis, l'AFD se préoccupe-t-elle de l'inclusion financière en Afrique? Parce que l'AFD fait du développement. Non, mais parce que l'AFD, c'est un organisme qui fait du financement et évidemment, ce n'est pas gratuit. D'accord? Donc, c'est des accords qui prévoient des remboursements et des intérêts, tout ce qui va avec. En revanche, ce qui est à saluer dans cette initiative, c'est cette volonté des organismes de l'UEMOA à intégrer davantage les populations dans le politique. C'est l'une des rares organisations en Afrique qui fait ce genre d'initiative. À savoir d'ailleurs que l'UEMOA, pour moi, c'est l'organisation régionale la plus intégrée en Afrique. Il n'est pas étonnant que la BCEAO s'intéresse à ce genre de programme. Étant rappelé que les institutions financières décentralisées permettent à des personnes qui sont de manière générale exclues du canal formel de financement, il s'agit des paysans, il s'agit des personnes qui mènent des activités informelles et ça leur permet d'accéder à ce qu'on appelle de la microfinance. Et je pense que c'est une très très bonne initiative dans la mesure où aujourd'hui ça offrirait, d'ailleurs si j'ai le cas, et ça va renforcer cette capacité-là, ça offrirait la possibilité d'accès au crédit, chose qui est très compliquée en Afrique, parfois faute de garantie. Ça offrirait également les possibilités aussi de disposer ne serait-ce que d'un compte bancaire et donc de financer les activités qui pourraient progressivement passer du réseau informel au circuit formel. Et Ibo, à part un taux de bancarisation plus élevé, tout ce qu'a noté Augustin, est-ce que l'inclusion financière a un impact sur la vie quotidienne des populations directement? Oui, exactement. L'inclusion financière, je crois qu'elle a un impact sur la vie des populations, puisque les microfinances, comme on le sait très bien en Afrique, donc se développe est très répandue en fait, donc, dans les quatre coins donc, de l'UEMOA. Et je crois que c'est un très bon plan aujourd'hui, puisque, comme il l'a dit tout à l'heure mon collègue,
collègues, elle s'adresse plutôt donc à la majeure partie donc des gens, donc des paysans, des gens qui sont dans le secteur informel. Et vous savez très bien, dans le monde rural, ils en ont très souvent besoin. Donc, et je crois que cette inclusion doit être faite nécessairement avec les moyens qui suivront. C'est vrai que bon, le taux est tout à fait élevé des fois, en général, donc pour le remboursement en quelque sorte. Les FAED, ce qu'elle fait aussi, c'est pas fortuit parce qu'elle s'attend effectivement à des retombées après. Mais il y a tout un politique qui est derrière, et je crois que la BCEAO aussi est le garant de tout cela, puisque ce sont les gendarmes qui sont là, qui voient un tout petit peu comment ça se passe. Mais je crois qu'en gros, c'est une très belle initiative. Alors tout à l'heure, dans vos propos, quand on entend souvent dire que l'inclusion financière est un pilier du développement économique, pourquoi alors nos États ont du mal à la mettre en place? Parce qu'ils ont du mal à mettre beaucoup de choses en place, tout simplement. Oui, c'est aussi simple que ça. La réponse est peut-être triviale, mais je pense qu'il y a un déficit. Il y a un déficit d'implémentation de beaucoup de programmes qui peuvent concerner des domaines très variés. Là, on cite le cas de l'Afrique de l'Ouest avec la BCEAO qui prend les choses en main, mais vous allez voir qu'il y a des pays qui se démarquent. Au Sénégal, par exemple, on en parlait. Les microfinances sont bien implantées au Sénégal. Une bonne politique de... Alors, comment expliquez-vous que la BCEAO ne soit pas seule capable de financer un projet comme celui-là? Voilà, c'est vrai que toute la difficulté est là. Non seulement ça, j'ai cru comprendre aussi que dans ce programme, il y avait à la fois le renforcement des capacités des structures décentralisées, mais aussi le renforcement des capacités des services ministériels qui gèrent ces structures-là. Ouais. Vous vous rendez compte? Et c'est là tout l'intérêt de votre question. Ça veut donc dire que l'État n'est pas en mesure de s'occuper de prendre en charge ses propres services. C'est vrai que faire de l'endettement, parce que aller auprès de l'AFD, c'est souscrire l'endettement. Pour effectivement faire fonctionner des services de l'État, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que finalement, ça fait de l'endettement pour des budgets de fonctionnement. Ça veut donc dire que c'est pas structurellement des choses qui rapportent. Donc ça fait de l'endettement pour l'endettement. Donc ça peut être gênant. Voilà. Et est-ce qu'effectivement les États sont en mesure de faire ça? Oui, je pense que l'État est en mesure de faire tout ce qui est en. Mais je m'explique. Est en mesure de faire tout ce qui rentre dans sa ligne de politique, puisque l'État doit avoir la possibilité de faire la politique de ses moyens, tout simplement. Alors, Ibou, quand la BCEAO laisse entendre que l'accord signé avec l'AFD va permettre à terme l'adoption de politiques nationales d'inclusion financière cohérentes, est-ce qu'elle n'avoue pas à demi-mot, pardonnez-moi du terme, que nos États africains faisaient un peu n'importe quoi? Oui, absolument. Je crois que ça c'est connu et reconnu par tout le monde. Il faut vivre dans le monde paysan pour essayer de le savoir. Donc, c'est vrai que, comme le dit l'adage sénégalais, Kumbamde, Kumbamunde, excusez-moi du terme, ça veut dire que je vais l'expliquer un tout petit peu. S'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. Si toutefois, peut-être sûrement que vous avez un certain pouvoir et que vous avez un certain... non, l'explication la plus terre à terre, c'est de la faire Aliou Sall, Macky Sall. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais cela veut dire que si vous avez tout simplement accès, ou si vous avez un certain rang, vous pouvez pouvoir accéder quand même à certains trucs, et que si vous n'êtes pas du tout dans ce rang-là, donc ça sera effectivement le contraire, comme vis-à-vis donc du monde paysan et du monde des riches, si vous voulez, en quelque sorte. Mais je crois que c'est une très bonne idée, en fait, aujourd'hui. Et la BCEAO ne fait rien sans rien. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites au préalable et qui ont sans doute donné donc un effet positif à cet endroit. Et c'est vrai que c'est visible. Quand vous voyez, par exemple, le cas du Sénégal, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis vis-à-vis donc de cette filiale, donc de cette filiale-là. C'est vrai que le taux, quand même, qui est imposé, je crois que les gouvernants qui sont dans les différents pays doivent quand même veiller à cela et mettre la pression sur la BCEAO afin que les taux puissent baisser et que au moins toutes les populations puissent en bénéficier. Parce que les microfinances, c'est les bienvenus en ce moment. Alors, moi, pour ajouter un petit peu à ce que vous venez de dire, si la BCEAO prend en charge cette question, ce n'est pas nécessairement parce que les États en sont capables. Il faut savoir que la BCEAO est une institution d'intégration régionale et que dans le cadre des politiques d'intégration régionale, il y a des domaines pour lesquels les États décident de transférer à l'institution régionale pour qu'elle s'en occupe, puisqu'on estime qu'à son échelon, elle est mieux à même d'implémenter ou de prendre des initiatives qui puissent effectivement avoir un impact sur le reste de la sous-région. Donc ce n'est pas forcément par suite d'une carence étatique que l'institution agit. Et dans le cas de la BCEAO c'est la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, donc il n'est pas anormal qu'elle s'intéresse à ce type de questions.
Tout à l'heure, vous disiez que le Sénégal fait figure de bon élève en la matière. Est-ce que le risque que les pays qui font office de mauvais élèves ralentissent le rythme des autres qui sont en avance en matière d'inclusion financière? C'est toute la question de l'intégration régionale en Afrique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plusieurs pays qui se mettent ensemble, mais qui ne se ressemblent pas. Vous avez des physionomies assez atypiques, assez disparates, des capacités économiques très disparates, parfois très distanciées dans la CEDEAO. Vous avez des géants comme le Nigeria, ouais. vous avez des petits poussés comme le Togo, le Bénin. J'ai rien contre ces derniers, mais je dis simplement que manifestement, il y a une difficulté à s'intégrer dans ces conditions-là. Et ça ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est tout le continent ouais. qui est comme ça. Et qu'il y a une volonté, malheureusement, les gens font l'intégration en règle générale pour avancer, mais en Afrique, on fait l'intégration pour partager la misère. Et c'est là toute la difficulté. Du coup, le risque que les membres qui sont beaucoup moins avancés puissent tirer vers le bas ceux qui étaient déjà un peu plus. Ce risque est prégnant, évidemment. Alors, Ibo, même si on dit que l'Union elle fait la force, mais est-ce que la stratégie régionale d'inclusion financière est la meilleure solution? Oui, parce qu'à mon avis, donc, elle n'est pas faite d'une façon fortuite. Donc je crois qu'elle peut être une solution, au fait, en quelque sorte. Ça dépend de comment les populations vont pouvoir l'accueillir. Et je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu des études qui ont été faites au préalable, à mon avis. Donc du coup, il y a des exemples qui sont là. Il y a des pays qui ont été des pays pilotes. Et donc, à mon avis, je crois que oui, ça doit être quand même quelque chose de positif. Monsieur Augustin Tchouameni, l'inclusion financière, tout n'est pas rose, tout n'est pas bon. Il peut également comporter certains dangers. Quels peuvent être ces dangers pour nos pays africains? Le danger de l'inclusion financière ou davantage le danger du type de financement. Ouais. Oui, l'inclusion financière. Oui, c'est-à-dire que le mécanisme privilégié, c'est la microfinance. Ouais. Le danger de ça, c'est qu'on maintienne les gens dans l'informel. Et que du coup, et le taux et le remboursement surtout. Alors, le taux, ça dépend parfois des garanties qui sont apportées. C'est-à-dire que vous avez des pays, par exemple, comme le Cameroun, vous pourriez, par exemple, mettre en garantie... en règle générale, c'est vrai que les personnes qui sont tributaires des microfinances n'ont pas, en règle générale, un patrimoine à mettre en garantie. Mais le taux peut être effectivement dissuasif. Le taux peut être prohibitif, mais l'avantage de la prise en charge par la BCEAO dans le cas d'espèces, c'est de réduire ces taux-là. Mais le succès... Est-ce que quelque part, c'est pas ce qui fait que nos... Mais le succès, justement, le succès de ça pourrait justement maintenir les gens dans l'informel. C'est ça le risque. Parce que après, tout ce qui est intéressant pour l'État, c'est que les gens traverse l'informel pour entrer dans le circuit formel. Et là, on va commencer à payer des impôts. C'est ça, pour qu'il puisse prélever les impôts, pour qu'il puisse contrôler les activités, pour qu'il puisse effectivement stimuler la croissance, etc. etc. Donc, c'est un peu à double tranchant. Alors, on a parlé de ses avantages. Quelle peut être son importance pour nos pays africains aujourd'hui? Son importance, c'est de donner la main aux plus pauvres et puis de les seconder un tout petit peu en rang exponentiel, en rang plus élevé. Et c'est ce qui se passe exactement dans certains pays, surtout donc, le monde rural, surtout donc, le monde de l'informel. Je crois que c'est positif à cet endroit-là. Mais il y a aussi le fait que les structures des financements décentralisés, c'est parfois l'initiative même des personnes qui les utilisent. C'est-à-dire que vous avez parfois des organisations informelles qui se font. Ce qui veut dire qu'il y a parfois des mutuelles qui se mettent en place de manière coopérative entre les paysans, entre les communautés. Mais ces paysans, justement, souvent, ils préfèrent rester entre eux. Du coup, c'est cela. Et du coup, ça stimule non seulement la confiance dans les transactions, mais également ça leur permet d'utiliser un mécanisme qu'ils connaissent très bien parce que ça leur est, on va dire que ça leur est totalement naturel, ça leur est habituel. Et donc ça aussi c'est un avantage parce que on est quand même dans un monde de transactions financières, ce qui veut dire que la confiance est un maître mot. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages. C'est la fin de cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie.